Imagine que nous sommes au début des années 2000. Tu as 17 ans, tu vis en Suisse et tu as un ami fortuné d'origine asiatique avec qui tu passes souvent du temps. Ton ami a à peu près tout ce dont on peut rêver à la maison, y compris une toute nouvelle PlayStation 2. Vous jouez ensemble au tout nouveau GTA 3 et vous tirez frénétiquement sur les passants. À un moment donné, vous tirez même un coup de canon de char à travers les rues. Tout cela n'est bien sûr qu'un jeu, du moins pour toi. Sans que tu t'en doutes un seul instant, le garçon avec qui tu joues en ce moment et avec qui tu es ami depuis des années est en réalité quelqu'un qui, quelques années plus tard, fera des choses trop cruelles, même pour un jeu vidéo comme GTA. Car le garçon dont tu es l'ami n'est autre que le futur dictateur de la Corée du Nord, Kim Jong-un. Cela paraît si absurde que cela semble presque impossible. Et pourtant, Kim Jong-un a réellement été un jour un élève tout à fait normal dans une école germanophone tout à fait normale, plus précisément à l'école Liebefeld-Steinhölzli de Köniz, en Suisse. Là-bas, près de la ville suisse de Berne, en 1998, un nouveau visage est présenté à la classe de 6A. Un petit garçon asiatique, timide, vêtu d'un survêtement Nike, se tient à côté de l'enseignante. Il a l'air un peu nerveux et évite de regarder les autres enfants. L'enseignante sent qu'il est mal à l'aise, le rassure quelque peu, puis le présente à la classe. « Voici, chers élèves, dit-elle, Pak Un. C'est votre nouveau camarade et il est le fils d'un diplomate de l'ambassade nord-coréenne. » Le fait que cela ne soit pas vrai ne sera officiellement connu de nombreux camarades de classe que 20 ans plus tard. Pak est assis juste à côté d'un garçon portugais prénommé Joao, et les deux deviennent rapidement les meilleurs amis du monde. Mais au début, Joao non plus n'avait aucune idée que Pak Un s'appelait en réalité Kim Jong-un et qu'il était en fait le fils de Kim Jong-il, le dirigeant de la Corée du Nord, l'une des dictatures les plus brutales au monde. Le fait que Kim Jong-un ait vécu en Suisse relevait d'un chef-d'œuvre organisationnel qui exigeait une coordination extrême et mettait même certaines personnes de l'entourage de Kim en danger de mort. Car afin que personne ne remarque qui était réellement Pak Un, une tromperie magistrale fut mise en scène. Kim n'était pas seul en Suisse. Il y vivait avec toute une famille, sous de faux noms et avec des identités entièrement fabriquées. Cette fausse famille s'installa avec Kim à Liebefeld, une commune près de Berne. Le quartier n'était pas un village suisse de contes de fées typique, mais Kim ne manquait de rien. Le domicile de Kim à Berne était en réalité un ensemble de plusieurs appartements situés au numéro 10 de la Kirchstrasse. C'était un immeuble lumineux en briques de 3 étages, construit seulement peu de temps auparavant. Quelques années plus tôt, le gouvernement nord-coréen avait acheté 6 appartements dans cet immeuble pour environ 4 millions de francs suisses, avec le projet d'y élever un jour en secret les enfants des dirigeants du pays. Et en effet, à la fin des années 90, ces appartements étaient entièrement occupés. Kim et son frère y avaient emménagé et avaient transformé l'immeuble en une sorte d'enclave nord-coréenne dans les Alpes. Cependant, les 2 enfants ne vivaient pas avec leurs parents. À la place, la tante maternelle et l'oncle de Kim faisaient semblant d'être leur mère et leur père. Officiellement, l'oncle de Kim était chauffeur à l'ambassade de Corée du Nord, sous le nom de Pak Nam-chol. Sa tante, Ko Yong-suk, avait conservé son nom de jeune fille coréen, comme le voulait la coutume, si bien que les personnes extérieures supposaient qu'elle était la mère des garçons. Pendant ce temps, Kim Jong-un était enregistré sous le nom de Pak Un et son frère aîné sous celui de Pak Chol. Toute la famille se faisait passer pour des membres de la mission de la Corée du Nord auprès de l'ONU à Genève, en quelque sorte une famille diplomatique. Le faux père de Kim conduisait les garçons à l'école chaque matin en tant que chauffeur, et pas dans n'importe quelle école. Avant que Kim n'entre au lycée de Liebefeld, son père avait arrangé pour qu'il soit scolarisé à l'International School of Bern, un établissement d'élite dont les frais de scolarité annuels s'élevaient à 20 000 €. La vie de Kim Jong-un, à l'âge de 12 ans, ressemblait presque à un rêve vu de l'extérieur. L'enfant nord-coréen recevait tout ce qu'il désirait. Des albums photos de cette époque le montrent nageant en Méditerranée, visitant Disneyland à Paris ou faisant du ski dans les Alpes suisses. Les week-ends et pendant les vacances scolaires, sa tante et son oncle emmenaient les garçons dans les meilleures destinations de vacances d'Europe. La famille se détendait régulièrement ensemble dans les hôtels les plus luxueux du pays, ce qui était aussi très pratique, car la vie en Corée du Nord à cette époque était extraordinairement morose. Ce qui nous amène à la raison pour laquelle Kim est allé en Suisse en 1996.
Il ne s'agissait pas seulement d'une bonne éducation, il s'agissait aussi de tenir Kim à l'écart d'une tragédie dévastatrice. Car en 1996, une famine horrible faisait rage en Corée du Nord. Pendant cette période, jusqu'à 3 millions de personnes sont mortes faute de nourriture suffisante. C'est précisément ce qui rend le départ de Kim Jong-un et sa vie luxueuse en Suisse si troublant. Le propre père de Kim, Kim Jong-il, avait en réalité largement provoqué cette famine par sa politique. Il insistait pour que la Corée du Nord se nourrisse seule et, 2 ans plus tôt, alors qu'une catastrophe se profilait déjà, il avait bloqué toute aide étrangère. Avec l'argent que Kim Jong-il thésaurisait pour lui-même et pour ses enfants, il aurait pu empêcher cette catastrophe. Que quelque chose dans sa vie n'était pas tout à fait normal, Kim Jong-un semblait déjà le savoir lorsqu'il allait à l'école en Suisse. Ses camarades de classe ne l'entendaient jamais parler de son pays d'origine ou de politique. C'était strictement tabou, même entre amis. « Nous nous disputions à propos de football, pas de politique », dira plus tard un camarade de classe. En général, Kim était extrêmement silencieux et réservé. Ses enseignants se souviennent de lui comme d'un élève calme qui évitait les projecteurs. Il ne participait pas aux sorties scolaires et, chose curieuse, il évitait totalement le contact avec les filles. Selon les témoignages, il n'a abordé aucune fille à l'école et n'a jamais été vu en train de flirter ou de sortir avec quelqu'un. Une camarade de classe a noté qu'elle n'avait même jamais eu une conversation complète avec lui. Kim était donc une sorte de solitaire qui gardait sa vie privée strictement secrète. Mais si l'on regarde sa situation de l'extérieur, on se rend compte qu'il n'avait pas d'autre choix. S'il avait dit un seul mot de travers, s'il s'était trompé une seule fois, ou même s'il avait laissé entrevoir la vérité, cela aurait pu signifier la prison pour ses faux parents et la fin de sa fausse vie en Suisse. Et pourtant, il appréciait réellement cette vie. Il l'appréciait notamment parce qu'en plus de sa tante et de son oncle, il y avait une autre personne qui rendait possible sa vie agréable en Suisse, sa véritable mère, Ko Young-hui. Elle est l'une des figures les plus mystérieuses de Corée du Nord et a vécu une existence dans l'ombre. On sait peu de choses sur elle, mais on sait qu'elle rendait souvent visite à son fils en Suisse et qu'elle comptait énormément pour le garçon. Ce qui nous amène à l'année 1998 et à 2 événements fatidiques. Cette année-là, la mère biologique de Kim fut diagnostiquée avec une tumeur à un stade terminal. Il ne lui restait que quelques années à vivre. Cette évolution dévastatrice bouleversa complètement le monde du jeune Kim. Il risquait non seulement de perdre sa mère, mais sa tante et son oncle, qui étaient après tout les personnes les plus importantes pour lui au quotidien, se retrouvèrent soudain face à un terrible dilemme. Le fait qu'ils aient été autorisés à vivre là-bas avec lui, plutôt que dans une Corée du Nord désespérément pauvre, ils le devaient uniquement à la mère de Kim. Ce n'est que sur ses instructions qu'ils avaient été autorisés à s'installer en Suisse. Si la mère de Kim mourait, sa tante et son oncle auraient peut-être dû retourner en Corée du Nord, y vivre dans une grande pauvreté et peut-être même y mourir de faim. Et c'est ainsi que les choses prirent une tournure très amère pour Kim. Le 17 mai 1998, sans dire un seul mot à leur faux fils, sa tante et son oncle s'enfuirent à l'ambassade américaine et demandèrent la mettant l'asile aux États-Unis. Ils racontèrent tenir tout à l'ambassade sur leur véritable identité, mais omirent une chose. Le fait qu'ils se trouvaient en Suisse pour s'occuper de Kim Jong-un. De cette manière, ils protégèrent le garçon et son frère, mais Kim Jong-un se retrouva désormais presque complètement seul. Sa tante et son oncle réussirent à s'échapper, et peu de temps après, ils menèrent une vie tout à fait ordinaire dans une petite ville des États-Unis, où ils tenaient une laverie automatique. Après ce choc, Kim Jong-un retourna pour la première fois à Pyongyang durant l'été de cette année-là, en partie parce que son père craignait que son fils ne tente lui aussi de fuir par l'intermédiaire d'une ambassade. Mais malgré cette expérience traumatisante, le garçon dut finalement retourner en Suisse. Là-bas, cependant, Kim refusa de retourner dans son ancienne école, probablement parce qu'il voulait oublier les souvenirs de son ancienne vie et parce que ses camarades de classe auraient rapidement remarqué que ses parents avaient soudainement disparu. Sa famille se composait désormais uniquement de sa mère gravement malade, qui pouvait à peine s'occuper de lui, et de quelques agents nord-coréens chargés de le surveiller. Et c'est ici que nous revenons au début de notre vidéo et au premier jour de Kim Jong-un au lycée Liebefeld-Steinhölzli, une école publique tout à fait normale, où les cours étaient dispensés en allemand. Kim ne parlait pas du tout allemand, bien qu'il ait vécu en Suisse germanophone. Il dut donc d'abord suivre une classe d'accueil avec son meilleur ami Joao, qui lui non plus ne parlait à peine allemand.
Les deux étaient constamment assis ensemble et, comme Joao s'en souviendra plus tard, le garçon coréen taciturne s'ouvrit peu à peu à lui. Au fil des années, les deux passèrent beaucoup de temps ensemble. Joao passa la moitié de sa jeunesse dans les appartements luxueux de Kim. Ils jouaient ensemble aux jeux vidéo et profitaient de leur jeunesse. Mais puis, un jour de l'année 2001, quelque chose d'incroyable se produisit. Kim retrouva Joao à un arrêt de bus et lui raconta soudain toute sa vie. Il lui dit que son nom n'était pas Pak Eun et qu'il n'était pas le fils d'un diplomate, mais le fils du dirigeant de la Corée du Nord. Il lui dit aussi qu'il avait reçu un appel téléphonique la veille et qu'il devait quitter le pays. Son père avait besoin de lui comme successeur de la Corée du Nord. Comme l'expliquera plus tard Joao, Kim dit littéralement « Il se peut que je doive prendre la tête de mon pays ». Après cela, Joao ne revit pas Kim pendant des années. Du jour au lendemain, il cessa simplement de venir à l'école et la police fut même alertée en raison de sa disparition. Jusqu'à ce qu'il apparaisse finalement, à seulement 28 ans, sur la grande tribune du Palais du Peuple et soit proclamé nouveau grand dirigeant de la Corée du Nord. Fait curieux, des années plus tard, Joao fut personnellement invité par Kim Jong-un en Corée du Nord. Le Portugais reçut une visite de luxe d'une semaine à travers le pays, puis dîna avec son ancien meilleur ami. Les deux hommes se seraient serrés dans les bras et, selon Joao, cela donnait l'impression que rien n'avait changé, comme autrefois.